Étant donné le contexte géographique complexe et méconnu dans lequel se sont inscrits les événements évoqués dans l'exposition à l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923, l'organisation de l'exposition s'est appuyée sur la réalisation d'une cinquantaine de cartes historiques par le pôle géographique de la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ces cartes ont été ajustées et corrigées sous l'égide du professeur Jean-Paul Amat et des commissaires scientifiques de l'exposition. Et donc ce travail a donné l'occasion d'explorer et d'exploiter en fait les archives de ce pôle géographique des archives diplomatiques. Donc ce pôle, auparavant, en fait, c'est l'héritier du service géographique, qui est lui-même issu du bureau du géographe, créé en 1830 par fusion de deux entités préexistantes. Donc on a une histoire très ancienne. Donc c'était au départ le bureau topographique pour la démarcation des limites, qui a été créé en 1775. Donc je dirais une problématique très présente dont on a déjà parlé ce matin. Et le dépôt géographique, dont la fondation remonte elle aussi à l'Ancien Régime et en lien avec la bibliothèque des archives diplomatiques. Donc aujourd'hui, nous sommes deux agents au sein de ce pôle, beaucoup plus restreint qu'il ne l'a été dans l'histoire, et nous continuons à élaborer des cartes pour les besoins du ministère et de ses partenaires, le cas échéant. Donc, parmi nos activités, nous assurons également la gestion d'un fonds géographique constitué tout au long de cette histoire. Or, ce fonds est modeste au regard de l'ensemble des archives diplomatiques, mais il est néanmoins très intéressant. Outre des atlas et des guides, qui sont gérés par la bibliothèque à laquelle nous sommes rattachés, ce fonds se décompose principalement en 4 entités. Une collection de plus de 2000 cartes anciennes qui datent du XVIIe au début du XXe siècle. Elles sont référencées dans le catalogue de la bibliothèque des archives. Il y a un ensemble qui n'est pas encore inventorié de cartes actuelles, récentes, mais dont les plus anciennes remontent déjà à peu près à un siècle. Nous avons aussi des dossiers frontières qui sont en fait l'héritage de la problématique de démarcation des frontières, donc constitués de cartes, d'atlas, de rapports liés à toutes ces opérations de démarcation des frontières, et des archives qui témoignent de l'activité du service géographique. Ça regroupe 137 cartons pour une période qui va jusqu'aux années 1980, et il y aura encore des archives récentes qui sont dans des cartons mais qui ne sont pas encore inventoriés. L'inventaire reste à réaliser. Donc c'est ces archives plus spécifiquement dont je vais vous parler et que nous avons utilisées en fait pour réaliser les cartes de l'exposition. Donc ces archives, alors de quoi sont-elles constituées? Alors il s'agit essentiellement de publications, de cartes et de notes, tout au moins plutôt de copies de notes. Cette documentation assez diverse témoigne de l'activité du service géographique et plus largement du rôle d'expert qui a été dévolu à nos prédécesseurs auprès des commissions de démarcation des frontières, notamment les commissions internationales dont Agnès Chabla-Bello a parlé juste avant, et puis aussi en appui aux diplomates, dans toutes les diplomates français, dans toutes les décisions qu'ils pouvaient prendre quant à la définition géographique des frontières. Donc elle recoupe ces archives, des archives d'autres fonds, et bon, nous allons voir quelques exemples, essentiellement sur la côte d'Almat et l'Istrie, et puis plus après, c'est Jean-Paul Amat qui va parler plus spécifiquement de ce qu'on a pu trouver sur l'Albanie. Or, Côte d'Almat et l'Istrie, c'est parce que nous avons, parmi les éléments assez disparates, quand même quelque chose d'assez riche, assez complet. Alors, donc, comme je vous l'indiquais, on a des cartes d'ensemble. Comme l'indiquait Agnès Chabla-Bello, c'est des cartes souvent issues du commerce, des cartes que tout un chacun pouvait acheter en fait, dans les pays concernés. Souvent des cartes pour les premières décisions à petite échelle et qui ont été éventuellement surchargées ou assemblées par les membres les géographes en fait, qui effectuaient leur travail. Donc notamment ici, on peut voir une carte d'état-major, mais avec les traces, enfin le reliquat, il y a eu un découpage de différentes cartes et un assemblage, collage, de façon à avoir quelque chose de cohérent sur la côte d'Almat. En outre,
une légende spécifique avec des surcharges a été ajoutée pour éclairer le contenu de cette carte qui a été vraisemblablement utilisée pour les négociations en cours en 1920. Nous avons également trouvé des publications qui témoignent de l'activité un peu de lobbying, enfin de groupes d'influence qui pouvaient exister à l'époque pour influencer à la fois les diplomates et l'opinion publique. Donc, ces groupes d'influence souhaitaient avoir un tracé conforme à leurs attentes. C'est beaucoup le cas sur l'Istrie. Donc, on a une dizaine en fait, d'opuscules qui ont été réunis. Donc, là, notamment un opuscule dont on a la version française et la version anglaise. On a pensé aux différentes langues utilisées dans les commissions de négociation. Ici, donc, des problèmes militaires de l'Adriatique vulgarisés, c'est quelque chose qui a été rédigé par un Italien, mais qui a été traduit en français et qui a été mis en vente. Donc là aussi, souhait de communiquer ça dans l'opinion publique. Donc le problème adriatique italien, l'Italie et les Yougoslaves. Enfin, on a vraiment différents. Donc la plupart de ces publications sont plutôt italophiles, mais l'une était aussi favorable aux Yougoslaves. Donc, toutes ces publications, en fait, ce sont des livres, mais qui expliquent, en fait, le contexte géographique, stratégique, économique, historique, ethnique, linguistique, qui justifie un positionnement, éventuellement, de la frontière favorable à un camp ou à un autre. Donc, un petit exemple, alors dans ces opuscules, il y a souvent quand même quelques cartes, notamment ici une carte de la répartition linguistique de la population dans la péninsule d'Istrie, où en fait, souligné en vert, on a les villes et les communautés qui parlent italien, italophone, et puis en bleu, ce qui est plutôt de langue slave. Et je dirais, donc on a un petit agrandissement ici. Un autre opuscule en fait précisait que les populations italophones d'Istrie avaient essentiellement des patronymes de consonance slave, et donc ça justifiait plutôt le rattachement à la Yougoslavie. Donc en fait, on a des arguments contradictoires avec qui est favorable à l'un ou l'autre des camps concernés. Je pars en arrière. Donc en fait, parmi tous ces éléments, donc on a aussi donc des rapports, des cartes et des cahiers qui témoignent de l'activité de démarcation des frontières sur le terrain, notamment en fait la partie un peu introduite par Agnès Chababello de vraiment fabrication de la frontière avec mission de terrain. Donc sur cet aspect-là, on a un ensemble assez riche sur l'Albanie, et c'est dans ce cadre-là que je passe la parole à Jean-Paul Amat qui va préciser un peu ces éléments. Bien, merci Michael, mesdames et messieurs, bonjour. Ce que je vous propose là, très rapidement, c'est un exercice qu'on a réalisé après et dans le cadre de la réalisation, de la construction des cartes qui accompagnent l'exposition à l'Est, la guerre sans fin, c'est de mettre en valeur ce qui était disponible sur un fonds dans les archives avec Michael Georges, et on a retenu l'Albanie parce que sur l'Albanie, il existait quelques documents intéressants. Donc, c'est la mise en œuvre d'un fonds, les premières réflexions autour de la mise en œuvre de ce fonds que je vous propose. Alors, la carte ici de gauche vous montre, c'est la carte de l'Atlas du catalogue de l'exposition, avec rajouté quelques données factuelles de longueur de frontières pour un total de frontières terrestres de 720 km. La commission, avait évalué à 734 km linéaires les frontières. On est vraiment dans un ajustement dans les mêmes valeurs. Sur la droite, une carte pour replacer ce contexte albanais dans son ensemble de géographie physique et pour montrer que c'est un pays à la fois montagneux mais aussi un pays forteresse. Et ça rejoint un peu les avis ou les impressions
pression que citait Isabelle Davion, comme vous citiez tout à l'heure, sur le peuple albanais et sur ses relations avec l'extérieur. Donc, ici, la chaîne des Alpes albanaises au nord, qui se rejoint aux Alpes dinariques, la partie orientale de l'Adriatique, et puis la chaîne du Pinde au sud et au nord, avec quelques villes de référence. Le contexte, c'est après la libération de la présence ottomane en 1912, la conférence des ambassadeurs qui s'ouvre à Londres le 17 décembre 1912, l'Albanie le 29 juillet 13 est reconnue comme État, et 2 commissions sont mises en place pour la frontière, l'une pour la frontière albano-serbe, l'autre pour la frontière albano-grecque. Et elle commence à travailler, mais la guerre interrompt ses activités. Le 1er décembre 1918, c'est la proclamation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En 1920, le 10 août, le traité de Sèvres. Et le 9 novembre 1921, la conférence des ambassadeurs institue la Commission internationale de délimitation des frontières de l'Albanie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec les puissances intéressées qui sont l'Albanie, le royaume SCS et la Grèce, et les puissances non intéressées, la France et le Royaume-Uni, derrière lesquels travaille un comité technique géographique. Ce comité technique et cette commission conduisent à l'établissement de la frontière albanaise, et en 1926, 2 publications terminent les travaux de la commission. C'est d'abord le protocole de délimitation de la frontière albano-yougoslave, et c'est le livret donné des points trigonométriques ayant servi pour les levées et les bornes reliées au réseau, et c'est le document que vous avez ici sur la droite. La carte est présentée dans l'exposition, elle est de 1926 et elle est l'émanation des résultats de la Commission internationale 1922-1925. Les références d'archives sont indiquées dessous. Si l'on exploite alors les documents cartographiques, voici ici une carte qui est la carte aux alentours de 1920, qui est produite par la commission de délimitation et que la SDN, la Société des Nations, publie. Alors vous avez ici sur cette carte, avec la légende qui est sur la gauche, la légende qui est là, qui indique la frontière internationale qui est celle de la conférence des ambassadeurs de 1913 et qui est représentée ici par les traits qui sont au nord. On le voit mieux sur la partie orientale. Et puis, excusez-moi, je fais des contorsions, et puis la frontière qui est marquée en tireté ici, en croisée, qui est approximativement celle qui est fixée par la délimitation, la commission de 1920. Donc, un premier document qui montre là les aléas du tracé frontalier et les différentes options qui se sont posées pour la délimitation de ces frontières. L'une en particulier, c'est ce document qui est référencé, que l'on a découvert dans les archives, qui est un document, une carte qui accompagne une lettre du 20 février 1917 du ministre de la France près du gouvernement albanais et qui est adressée à son Excellence M. Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. Et le texte dit ceci, qui accompagne cette carte: le tracé de la frontière albano-grecque fut arrêté en 1913 par la Commission internationale pour la délimitation de la frontière albanaise, instituée par la réunion des ambassadeurs qui siégea à Londres d'avril à août 1913. Ce tracé fut précisé dans l'annexe au procès-verbal de la 15e séance tenue à Florence le 17 décembre 1913. Ce qu'il est intéressant
de voir sur cette carte qui pose la question de cette partie nord, de ce secteur nord de l'Albanie, qui est la région du Vermosa. Le Vermosa est ici. C'est une partie montagneuse, très montagneuse, mais qui offre ici au territoire albanais une ouverture vers les Alpes dinariques et en particulier un contrôle de point haut vers les points bas sur les vallées en arc de cercle, qui est la vallée du Drin et qui conduit à la Save et au bassin du Danube. On est donc là sur un secteur assez névralgique et vous avez sur la légende ici eh bien, les différentes options. L'ancienne frontière turco-monténégrine, qui est figurée ici, puis la frontière avec les propositions des délégations, la délégation allemande et la délégation de l'Autriche-Hongrie, puis la frontière qui est proposée ici par les délégations de la France et de la Russie. Donc on a les propositions des deux parties, renforcées ici par un soulignement et un point d'interrogation pour l'adverbe, devant l'adverbe vraisemblablement, qui est sans doute une écriture du réceptionnaire de la carte et du document, et puis les propositions qui sont faites ici par les commissions. Intéressant là, l'itinéraire suivi par la commission pour se rendre de Harry Graborn, qui est un point ici, pour se rendre sur le territoire de Vermosa. Et l'itinéraire qui est fléché sur la carte eh bien, amène à un très très long détour vers le nord pour revenir vers le Vermosa. Ce qui montre bien, et le disent les commentateurs de cet itinéraire, que pour atteindre ce môle géographique dans le nord de la partie du Pinde albanaise, eh bien, il faut faire un très grand détour en utilisant les systèmes hydrographiques. La carte de 1926, la carte que nous avons vue tout à l'heure d'Abornement, eh bien, fixe définitivement, et vous avez là les liens dans les croquis, entre les points trigonométriques définissant la frontière qui sont ici, là, et puis les repères, comme le mont Vila, sur la carte de la définition et des différentes options du Vermosa. On a donc là la marque sur la carte qui conduit aux établissements des bornes sur le terrain, du travail sur le terrain, de cette fixation de la frontière. La frontière helléno-albanaise, de la même façon, est mise en question, elle est discutée, et ça a été évoqué tout à l'heure, en particulier sur les différentes propositions et prétentions, et vous avez là un document qui, excusez-moi, voilà, un document frontière sud de l'Albanie qui vous montre dans sa légende eh bien, les différentes options. Ce document annexe à la dépêche politique numéro 13, frontière sud et sud-est telle qu'elle devrait être d'après les textes de la conférence de Londres et de la commission de délimitation. La voici ici. Frontière suivant une carte italienne et une carte française, et des questions se posent là sur les bords de ce cours d'eau. Et puis la frontière sud suivant les données de la brochure Notice sur l'Albanie et le Monténégro de 1915, et elle touche surtout la partie méridionale jusqu'au littoral, et puis rajouter la frontière d'après les cartes grecques. Et alors là, on voit ici l'extension vers ce qui est la région de l'Épire du Nord, cette extension de la demande grecque. Ici, une partie essentielle du travail des arpenteurs et de la commission, c'est les monts Gramos, qui sont un des éléments essentiels dans la géographie pour travailler sur cette ligne frontière. Et voilà là la représentation ici avec, sur la gauche, la carte de référence, les points
qui sont ici, en particulier les points cotés et les points trigonométriques Mourgana, qu'on retrouve ici sur la carte de 1917 et qui sont emplacés sur cette carte topographique avec une photographie du Mourgana, et les points géodésiques sont ici sur le sommet du Mourgana, ce qui pose une question très intéressante, enfin ce qui soulève une question très intéressante, c'est que sur les quelques centaines, près du millier de points géodésiques implantés, plus de 50 sont entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et plus de 30 sont à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui signifie le travail considérable mené surtout pendant les étés, le travail considérable des arpenteurs sur le terrain. Le document suivant nous montre, alors je vais passer sur cette carte, c'est un agrandissement de la carte présentée précédemment, mais qui pose la question à plus grande échelle sur la proximité du lac d'Okride, avec les frontières ici, la frontière proposée par les commissions de 1913 mais jamais réalisée à cause de la guerre, la voici. Elle traverse ici le lac d'Oride, elle descend et elle remonte sous forme d'une pointe. C'est la pointe de la demande, marquée par la demande de la Grèce, sur un point essentiel, un sommet essentiel entre les deux lacs-là en termes de topographie. Voici cette demande et les discussions après et les propositions de la commission de 1921 qui sont marquées ici dans cette partie-ci. Le variante, et là on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le travail sur le terrain à partir et après des enquêtes de terrain, ce sont des petites cartes qui proposent là des variantes dans l'organisation de ces lignes de frontières avec les propositions albanaises, propositions yougoslaves qui descend très au sud, et la proposition de la Commission. Et nous sommes là tout à fait au sud-est du lac d'Oride, et j'ai marqué d'un point blanc la rencontre entre ces deux propositions de tracé. Cette rencontre, la voici, reportée sur cette carte, et finalement, eh bien, on voit très bien là le dessin définitif qui est celui de la proposition de la Commission, avec cette traversée de la ligne frontière du lac d'Oride jusqu'à la partie nord. Le cahier, maintenant, je vous propose de voir, d'exploiter le cahier du tracé de la ligne frontière de l'Albanie du nord et du nord-est. Le présent cahier est un travail, c'est un très beau document qui s'ouvre en 3 volets et qui propose là un ensemble de documents. Voici ici une page de ce carnet qui conduit à l'abornement à travers des cases remplies pour chaque point de trigonométrie ou d'emplacement de borne. Voici ici le point 1. Alors le point 1, là, je vais le présenter un peu plus, excusez-moi, le voilà, c'est la station numéro 1 et sa localisation. La station numéro 1 est située sur un mamelon, et là on est dans la description du territoire, située sur un mamelon immédiatement sur la partie du rivage la plus tournée vers l'est, au sud du village, etc., etc. Donc on a une description sur la droite, une rose, non pas des vents, mais une rose des azimuts magnétique qui permet de caler les appareils sur le terrain. La numéro 2 continue avec ici une autre description à partir du littoral de la station 1, la frontière, là on oriente vers la station numéro 2, et puis des avis qui sont apportés par les arpenteurs et par les réalisateurs des enquêtes. Le point de contact trigonométrique de 1922 dans le contexte actuel. Et vous voyez ici comment là, ce trait-là se confond pratiquement, ça c'est une carte Google Earth, se confond avec la frontière. Ici. En partant de ce point numéro 1 qui est là, en remontant jusqu'à ce point d'inflexion
et le tir-T qui indique la ligne de visée du point 1 jusqu'à ici, ce point qui est un repère sur le terrain. Un fléchissement et les deux points trigonométriques qui sont ici et que l'on retrouve là. À moyenne échelle, voici une autre lecture. Et cette lecture nous montre là, de la même façon, ce secteur Tchafassané qui est ici, la partie continentale et l'arrivée sur le lac avec ce point d'inflexion. En rouge, j'ai repris ce tracé, et en jaune, c'est sur la carte, sur l'image Google Earth ou Google Maps de la frontière actuelle. Voici ce que dit de la station 1. Voilà la localisation de la station 1, avec la Macédoine actuelle, le royaume SCS, et puis l'Albanie. La station 1 est située sur un mamelon qui domine immédiatement la partie du rivage du lac Doride, la plus vers l'est, au sud du village de Line, qui est là, à environ 1 km de ce dernier, 1 km de ce dernier, à l'ouest, pente couverte de beaux châtaigniers, à l'est, escarpement à pic sur le lac. Voici ici la localisation du point trigonométrique. Toutes les stations sont précisées pour les repères. Par exemple, ici, de ce point a été visé le minaret de la mosquée de Struga, avec une déclinaison magnétique de 16 degrés 50 minutes. Elle est ici. La voilà, c'est ce trait qui est ici. Puis l'ensemble des repères, comme une grande maison ici, comme le sommet de la chaîne, comme un grand arbre, qui permettent à tous les points, ainsi par progression successive, à partir des points trigonométriques, de bâtir les implantations. L'arpentage du terrain, à partir de la station 1, je vais terminer, la frontière se dirigeant vers l'ouest, constituée d'une ligne de plus grande pente dans cette partie du trajet. Et on imagine bien, là, les arpenteurs faisant ces 700 km de la frontière albanaise, souvent à 2700 km ou à 2600 mètres d'altitude sur les sommets, et travaillant de pas à pas pour construire cette frontière avec tous les aménagements latéraux nécessaires. Puis elle passe à travers les chaînes, etc. Mais la précision vient sur le terrain, c'est qu'il est très difficile, voire hasardeux, de mettre les bornes. Travailler, oui, sur les points géodésiques, d'accord, mais mettre sur les bornes qui définissent les frontières est assez difficile parce que, en raison de l'état d'esprit des populations, la Commission a décidé de ne placer aucun signal aux stations 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire entre la station 1 et la station 2 et celle qui monte ici, aucun signal, donc aucun emplacement sur le terrain qui puisse motiver, alors, et suite aux enquêtes qui sont menées de population, parce que là, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, les enquêtes ont montré que, eh bien, il faut peut-être laisser du temps, au moins quelques années, afin d'apaiser les situations et d'arriver de secteurs ou de régions qui sont dominés ici par des populations nomades, par des bergers, par des semi-nomades, éleveurs, et ce que disait Isabelle Davion tout à l'heure, dans les relations entre ces peuples albanais et les Grecs, c'est par exemple ici, cette carte, pour terminer, nous montre là la ligne non bornée de la Grèce du traité de Londres de 1913, et c'est ce que je vous montrais sur une des premières cartes. La voici ici, elle est stylisée, elle arrive jusque-là, la frontière non bornée, et puis la frontière qui est celle de 1923 et qui est soulignée par le trait actuel, avec ici un des points majeurs, voilà où arrivait la limite grecque, un des points majeurs, là, c'est cette crête du Galichista jusqu'au pic Magaro, à 2240 mètres, cette crête qui domine les deux lacs, qui fait passer d'un lac à un autre, et cette crête qui était un des points entre les deux lacs de l'installation des défenses et du front d'Orient. Et voici les restes de tranchées sur les hauteurs du Magaro de ce site particulièrement sensible, dont on revoit la sensibilité au moment pour la définition des frontières. Merci. Je passe la parole pour la conclusion à... Oui, très courte. Donc, ce fonds qui a vraiment beaucoup de richesse, il reste encore un travail assez conséquent d'inventaire et de classement
pour pouvoir justement mettre à disposition de tout un chacun toutes ces richesses. Néanmoins, il faut souligner aussi que ce fonds, donc, qui est très disparate et très précis localement, très riche sur certaines frontières, beaucoup moins sur d'autres, ne fait que compléter en fait, ou illustrer d'autres fonds, notamment en interne au ministère, aux archives diplomatiques, au CADN, le fonds des traités, les dossiers frontières, qui sont aussi au service géographique, la bibliothèque, les archives privées ou celles de la conférence de la paix, par exemple. Et puis, ça fait écho aussi à d'autres archives détenues par ailleurs, puisque notamment ce travail d'expertise et de construction des frontières qui a été élaboré dans un cadre international, il y en a aussi de façon évidente des traces dans les archives des autres pays qui ont contribué à élaborer ces frontières.